Fidèles téléspectateurs de l'émission Débat Éducation, bonsoir. Si vous êtes un parent d'élève dont l'enfant vient de réussir au CEPD, dans quelle école, ça veut dire dans quel collège allez-vous l'inscrire? Dans un collège où l'enseignement n'est que théorique, où on voit les éprouvettes, on voit tous les schémas, par exemple, de SVT, de la physique, rien qu'au tableau, sans que l'enfant n'ait la chance de voir et de manipuler. Et cet enfant, malheureusement, sortira comme un demandeur d'emploi, ou vous allez l'inscrire dans une école où on intègre, où on allie aussi bien l'enseignement théorique que la pratique pour faire de cet enfant un enfant qui sera un créateur d'emploi. C'est cette équation que chaque parent véritablement doit résoudre. Et au cours de cette émission, vous allez le voir, deux jeunes filles ont fait un exploit dans une école scientifico-technique que vous allez découvrir. Nous allons donc, au cours de cette émission, donner l'opportunité à ces deux filles et à leur directeur de nous expliquer comment ils en sont arrivés là. Débat thématique, c'est dans un instant. Pour parler de l'école et des métiers, j'ai sur ce plateau de ma droite vers ma gauche, mademoiselle Akoto Akouvi Ingrid. Elle va faire la classe de seconde à la rentrée scolaire 2021-2022, puisqu'elle a réussi brillamment au BEPC. Mademoiselle, bonsoir. Bonsoir. À ma gauche immédiate, c'est une autre jeune fille, elle s'appelle Amouzuvi Camélia Benedicta. Elle aussi a réussi brillamment à son examen de probatoire et donc à la rentrée prochaine, elle commence bien entendu sa classe de terminale. À l'extrême gauche, c'est le directeur de OPEM. OPEM, vous aurez la définition d'ici peu. C'est lui qui a mis en place cette école innovante où les jeunes créent des choses extraordinaires. Avant de rentrer véritablement dans le débat, vous connaissez très bien un des comédiens africains à Galawal. Il est ivoirien. Il va planter le décor de la situation de l'emploi des jeunes, de la situation du chômage qui prend des courbes exponentielles au niveau de la jeunesse africaine. Donc vous comprenez que ce n'est pas seulement la jeunesse togolaise, mais nous, c'est la jeunesse togolaise qui nous préoccupe. On va suivre très rapidement ce petit extrait de Agalawal sur lequel le DG de OPEM va intervenir. Avoir travail aujourd'hui après une formation scolaire en Afrique, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué et les parents ont bien compris ça. Quand ils savent que leur grand frère, il est à la maison avec un PhD, MBA, Master 1, Master 2, Master 3 et qu'il est en train de prendre sa retraite dans le chômage, lui va faire quoi avec ça? Pour vous dire, en Afrique, pour avoir du boulot après la formation scolaire, ça relève d'un véritable casse-tête chinois. Merci. Bien, monsieur le directeur, Agalawal, vous l'avez suivi, l'a si bien dit, quand un jeune Africain sort de l'école, le problème du chômage est une équation pour les parents et une équation également pour ce jeune diplômé. Alors, quel est le commentaire que vous ferez sur ce sujet? Cette comédie est une réalité qui illustre très bien ce qui se passe dans nos pays, en Afrique en général. Ce n'est pas seulement au Togo, mais c'est en général. C'est vrai que, comme vous l'aviez dit, c'est le cas de Togo qui nous préoccupe. Les statistiques montrent que plus de 43% des étudiants qui ont, je dirais, un bac plus 3 sont en chômage. C'est-à-dire, quand on parle de chômage, ce n'est pas seulement des gens qui n'ont pas de formation qui sont en chômage, mais des gens qui ont un bac plus 3, c'est-à-dire une licence professionnelle ou licence fondamentale, sont en chômage. Ça s'exprime seulement par le fait que l'éducation n'est pas en adéquation avec les besoins du continent.
nos pays sont, je dirais, encore dans la phase artisanale de construction. Et alors que nous avons tout qui doit pouvoir être façonné, développé, construit, innové. Et donc, si l'enseignement est, je dirais, adapté à nos besoins et qu'on, je dirais, intègre dans le curricula classique de nos pays des cours comme l'informatique, la technologie, le laboratoire, eh bien, l'élève déjà sur le banc, on va le voir, ce que nos élèves ont réalisé, auront des compétences scientifiques qui leur permettra de concevoir, de créer leur propre entreprise et de ne pas sortir de l'école et commencer à faire le tour des entreprises pour déposer des demandes d'emploi. Bien ça. Alors, merci, monsieur le directeur. Alors, chers parents, vous qui nous écoutez, chers téléspectateurs, vous qui nous écoutez, eh bien, à la question que j'avais posée, vous avez commencé déjà par avoir des éléments de réponse. Et de façon pratique, nous avons demandé que les 2 élèves qui sont sur ce plateau et qui ont créé une sonnerie automatique vont tout à l'heure s'exprimer. Mais bien avant, vous savez qu'une activité a eu lieu dans l'école OPEM tout récemment, et l'élément a été diffusé au journal. Et nous tous, nous avons suivi les interviews de l'une des filles qui a contribué à créer cette sonnerie. On va revenir rapidement sur ce reportage avant de poursuivre un peu le débat. Allons-y. La sonnerie sonne 4 secondes, le début et la fin de chaque heure. Nous avons une lampe. Sonnerie automatique, feu tricolore et lampadaire et portail automatique. Des projets scientifiques réalisés par des jeunes élèves de l'Observatoire panafricain pour l'école et les métiers OPEM, une école scientifique technologique panafricaine. Ces 3 réalisations viennent censurer le parcours scientifique de ces lycéens et collégiens. Moi, j'ai travaillé sur le projet de sonnerie automatique. Donc là, c'est pour éviter qu'un élève ou un prof ne se lève pour aller sonner à chaque fois. Il nous a suffi d'écrire un code dans un logiciel appelé Arduino où on a mis l'heure, l'emploi du temps. Je me sens très heureuse. Ça veut dire que je peux faire quelque chose de moi-même. Conduire l'élève à une réflexion continue dans le domaine scientifique et allier les besoins du savoir-faire au programme normal de l'école. Une vision des premiers responsables pour apporter un plus au système éducatif togolais. C'est une fierté pour moi. Et le challenge, c'est de mettre les jeunes africains dans le même environnement éducatif que leurs homologues européens. J'ai commencé ce projet pour pouvoir mettre justement nos élèves dans le même environnement. Et on a vu ici que des élèves qui ont réussi au BEPC avec mention ont encore des compétences scientifiques et technologiques identiques à ce qu'on peut retrouver à Liège, à Bruxelles, à Lille ou à Berlin en fait. Des certificats ont été décernés aux apprenants pour couronner leurs efforts. L'école scientifique technologique panafricaine permet aux élèves de la 6e en terminale de maîtriser en plus du programme normal l'installation électrique suivant les normes internationales et des programmations. Alors, vous l'avez suivi, c'est en réalité une école d'abord d'enseignement général. Parce que tout ce qu'on fait dans l'enseignement général comme matière pour permettre aux enfants, aux élèves de passer les examens, le directeur a intégré l'aspect technique et technologique pour que ces enfants qui sortent donc de cette école soient des créateurs d'emplois. Comment tu as commencé à OPEM et à partir de quel niveau tu es rentré à OPEM? Est-ce que c'est à partir de la classe de 6e, de 5e, etc. C'est ce que je veux savoir. Bonjour à tous, je m'appelle Akoto Ingrid. J'ai commencé à OPEM en 4e. J'ai fait ma 6e et ma 5e dans un autre collège. Arrivé à OPEM, je venais tous les samedis suivre des cours de rattrapage, spécialement en informatique et en technologie. Ce qui me pousse à dire que je suis pratiquement au même niveau que mes camarades qui ont commencé en classe de la 6e. Alors dis-nous un peu, toi tu es arrivé à OPEM en quelle classe? Bonjour, moi je m'appelle Amouzoui Camélia. J'ai commencé à OPEM en classe de seconde et maintenant j'ai eu mon probatoire et je passe en terminale. Alors, est-ce que l'aspect technique et technologique qu'on a intégré dans votre programme, est-ce que ça vous rend la tâche difficile ou bien ça vous passionne? Je dirais que ça ne nous rend pas la tâche difficile parce que l'environnement de l'enseignement dans lequel l'élève est qui permet de dire que c'est difficile ou bien c'est facile. Et pour toi, c'est facile ou bien c'est difficile? C'est facile. C'est facile. Et toi aussi, c'est facile?
facile. Et ça dépend, comme ma camarade vient de le dire, de l'environnement dans lequel l'enfant est. Et ça dépend aussi des enseignants, parce que dans les différentes écoles, nous voyons que les enseignants, même s'ils apprennent aux élèves, ils ne voient pas les matériels utilisés. Donc là, grâce à l'environnement dans lequel je suis à OPEM, ça me permet de dire que les sciences sont très faciles. Ok, alors qu'est-ce qui fait aujourd'hui ta joie, ta fierté aujourd'hui? C'est vrai que le parcours n'est pas encore fini puisque tu iras jusqu'en terminale pour avoir le bac, etc. Alors qu'est-ce qui fait aujourd'hui ta joie et ta fierté? Alors tu te prépares aussi pour répondre à ma question. J'ai été mis à OPEM, ça peut me permettre de faire quelque chose de moi-même, de développer, de créer des emplois pour diminuer le taux de chômage que nous avons. Parce que, bon, je dois le dire, la plupart des jeunes filles de mon âge ne peuvent pas faire ce que moi j'arrive à faire en ce moment. Donc si je sors de OPEM, ça va me permettre de créer des emplois et non d'aller en demander. Créer des emplois pour ces jeunes filles-là qui n'ont pas eu la même chance que moi et diminuer le taux de chômage en Afrique et au Togo. C'est ça. Alors, mademoiselle? Je dirais que OPEM a changé complètement ma vision des sciences et l'orientation de ma vie professionnelle. J'étais hésitante en venant à OPEM, mais la pratique et le système éducatif ont rapidement créé une certaine confiance en moi. Et je peux dire que ce que je suis capable de faire aujourd'hui en technologie, en programmation et en laboratoire, très peu de jeunes filles de mon âge seront capables de le faire. Alors, avant qu'on ne revienne vers le DG de OPEM, alors comme nous l'avons vu dans le reportage, c'est vous qui avez créé finalement la sonnerie automatique. Comment vous êtes venu l'idée de créer un tel outil si important qui va permettre de faciliter l'environnement de travail à l'école et dans d'autres services où on aura besoin de cette technologie? D'abord, en Afrique, nous voulons tous que nos pays soient développés. Et avant d'arriver au développement, nous avons besoin d'industrie. Avant l'industrie, il nous faut la technologie. Et la technologie, c'est ce qu'on nous apprend là-bas à OPEM. Je dois dire que l'idée ne vient pas spécialement de moi. L'idée vient de mon collègue qui m'a aidé à la réalisation de ce projet. Nous avons remarqué que dans plusieurs écoles au Togo comme en Afrique, où le prof ou l'élève sort de la classe pour aller siffler le début, la fin de chaque cours ou la pause. Donc on s'est demandé si ce n'était pas possible d'automatiser cette sonnerie. C'est de là que vient l'idée. Donc nous avons travaillé, je dois dire, pendant 2 semaines. La première semaine était consacrée à la programmation et la seconde à la modélisation de la maquette qui nous a permis de recevoir notre certification. L'objectif que nous avons visé en réalisant ce projet, c'est de sonner à l'heure parce que souvent, le prof est tellement pris dans son cours qu'il ne sonne pas à l'heure, de respecter l'emploi du temps de n'importe quel établissement et grâce au programme, nous pouvons l'adapter à l'emploi du temps de n'importe quel autre établissement. Alors, fidèles téléspectateurs, vous êtes en train de suivre les 2 jeunes filles qui ont créé cette sonnerie que vous venez de voir. Et le concept de faire en sorte que l'enseignement théorique soit allié à la pratique vient de M. Afanou. Et avant de lui donner la parole, nous allons le suivre dans ses explications de la manière dont l'idée lui est venue de faire en sorte qu'il apporte vraiment cette contribution à la qualité de l'éducation pour faire de nos apprenants des apprenants qui seront des créateurs d'emplois dont tout parent d'ailleurs a besoin, n'est-ce pas? Alors, on va suivre M. Afanou avant de lui donner la parole. Moi, je vis en Belgique depuis bientôt 30 ans. J'ai fait une partie de mes études secondaires ici. J'ai fait un bac E à Dido Gomé, puis je suis parti faire un diplôme d'ingénieur à Bruxelles et un doctorat en sciences de l'éducation. Et quand j'ai découvert le système éducatif en Belgique, je me suis rendu compte que nous n'avons pas la bonne école. L'école africaine ne permet pas aux élèves, aux enfants d'acquérir les compétences scientifiques de qualité qui leur permettent en fait de concevoir, d'innover et de réaliser des projets technologiques comme les projets que vous avez vus ici. Et c'est dans ce sens que j'ai commencé ce projet pour pouvoir mettre justement nos élèves dans le même environnement. Et on a vu ici que des élèves qui ont réussi au BEPC avec mention ont encore des compétences scientifiques et technologiques identiques à ce qu'on peut retrouver à Liège, à Bruxelles, à Lille ou à Berlin en fait. L'environnement dans lequel l'enfant étudie est très important. C'est une condition d'ailleurs déterminante en fait pour l'acquisition des compétences. Mais vous imaginez une école
ou dans lequel vous enseignez l'électrolyse de l'eau. Je prends un exemple simple en fait. La poussée d'Archimède, les résistances. En sixième, on a la combustion du soufre, la combustion du carbone. Et que l'enfant ne voit pas le soufre, l'enfant ne voit pas le carbone, l'enfant ne voit pas une résistance, l'enfant ne voit pas la LED, l'enfant ne voit pas le condensateur. En fait, c'est une école que j'ai été en fait. J'étais un crâneur à Dido Gomé. En mathématiques physiques, j'étais très bon en fait. Mais quand je me suis retrouvé en Belgique, en première et deuxième année, j'étais toujours très bon. Mais quand je suis arrivé en troisième année, où on devait faire de l'automatisation, des montages et de la programmation, en fait, je n'ai jamais vu des composants électriques, ni des composants électroniques. Là, je commençais à avoir des problèmes. Et donc, l'environnement dans lequel l'enfant vit, ce qu'il voit, ce qu'il fait, ce qu'il sait faire, ça crée un déclic au niveau de la tête de l'enfant. Ces élèves que vous avez vus aujourd'hui, vous les mettrez, je ne sais pas moi, au lycée de Koudi ou à Nassablé ou à Chaminade ou au lycée de Tocoin, mais ils ne vont jamais produire ces genres de choses-là. Parce qu'ils ne sont pas confrontés à la programmation, ils n'ont jamais écrit un code, ils n'ont jamais dessiné en fait un AutoCAD, ils n'ont jamais fait des manipulations. Nos élèves ici qui font de la 6e en 3e, ils réalisent plus de 60 TP. De la 6e en 3e, nos enfants font plus de 60 TP en fait. Ça change complètement l'état d'être. Les parents nous disent une chose, ils disent que quand les élèves Open viennent à la maison, les enfants deviennent imposants. C'est comme si eux, parents, devraient écouter les enfants. C'est seulement parce que les enfants ont confiance en eux. Ils réalisent des choses, ils fabriquent des choses et ils se rendent compte qu'ils prennent de la valeur. Et c'est pour ça que le comportement de l'enfant change. Ça, c'est dû à l'environnement dans lequel l'enfant étudie. Vous avez réuni les parents pour donner la certification OPEM aux impétrants et aux impétrants. Et je voulais savoir, est-ce que ça a été facile, surtout que vous venez de débuter cette aventure qui donne déjà des résultats. Est-ce que ça a été facile de convaincre, n'est-ce pas, les parents d'inscrire leurs enfants dans cette école? Certes, ça n'a pas été facile. Surtout la première année, ça n'a pas été facile parce que l'école n'existait pas. Les parents, je m'approchais des parents avec du matériel dont je dispose et le projet pédagogique en fait. Donc les parents qui devraient me confier leurs enfants, ils disaient mais tu n'as pas encore créé l'école et moi mon enfant vient de réussir son CEPD brillamment, mais quelle garantie j'ai à te donner mon enfant? Bon, aujourd'hui 4 ans plus tard, j'en reçois plusieurs parents qui me disent quand tu as commencé, je pensais que ce ne serait pas sérieux et donc j'ai mis mon enfant dans une autre école, mais maintenant j'aimerais savoir si je peux ramener mon enfant chez toi pour qu'il fasse la seconde. Donc certes, ça n'a pas été du tout facile, même jusqu'à présent, ce n'est toujours pas facile, mais les preuves sont là avec des enfants de 15 ans qui ont réussi au BEPC brillamment avec mention et qui, déjà à leur âge, peuvent créer un emploi en fait, ou d'autres qui ont 17 ans, qui ont réussi également leur bac 1 avec mention et qui, à leur état, peuvent développer des applications. C'est ça en fait l'école qui conduit au développement, c'est ça que nous devons chercher au Togo et en Afrique. Alors quand on vous écoute dans vos explications, nous nous rendons compte que eh bien, votre initiative va en principe contribuer à la réussite du plan national de développement. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration? L'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est d'aider le Togo et l'Afrique au développement. Il faut savoir que le PND, le plan national de développement, n'est, je dirais, qu'une partie de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'Union africaine a élaboré un agenda dans lequel il a une grande vision du développement du continent africain et donc le PND s'inscrit logiquement en fait dans cet agenda. Et dans cet agenda, l'enseignement des STEM, Science, Technology, Engineering et Mathematics, c'est-à-dire les sciences, regroupe une partie importante. Et donc, il y a un cluster composé de 5 structures qui étudient la réforme de l'enseignement en Afrique pour pouvoir atteindre cet objectif de Agenda 2063 et OPEM fait partie de ce cluster. Donc, comme vous l'aviez dit, il s'agit de développement. Et comme Ingrid l'a dit précédemment, quand on parle de développement, fondamentalement, il faut parler de l'industrie. Il n'y a aucun pays développé qui ne soit industrialisé. Et quand on parle d'industrie, il faut parler de technologie.
on ne peut pas créer de l'industrie si on n'a pas de la technologie. Et la technologie, contrairement à ce qu'on dit quand on parle de transfert de technologie, la technologie ne se transfère pas. La technologie s'acquiert dans le parcours éducatif. C'est à l'école qu'on conçoit, qu'on construit, qu'on forme des jeunes, filles et garçons, comme celles et ceux que vous avez vus, à un savoir qui permet en fait d'identifier des problèmes et de trouver des solutions, je dirais, électromécaniques, informatiques et technologiques à ces problèmes. Donc c'est l'école, dans les universités et dans les centres de formation qu'on forme des jeunes à acquérir des compétences scientifiques. Parce que nous sommes au Togo, par exemple, et ce que quelqu'un aura besoin à Munich, à Berlin ou à Ottawa, moi, ma soeur ou mon frère qui est, je sais pas moi, à Blita, à Nassablé ou à Kara, n'a pas ce besoin. Donc c'est nous qui sommes dans notre pays, qui reconnaissons, qui identifions ce que nous devons faire pour pouvoir développer ce pays. En fait. Donc, et ça, c'est les connaissances, c'est l'acquisition des savoirs qui permet en fait de ne plus sortir de l'école et chercher de l'emploi. Moi, ça me fait tellement de mal quand j'ai j'ai besoin par exemple d'un coordinateur de projet et je me retrouve pratiquement avec une cinquantaine de demandes d'emploi et tu as quelqu'un qui a un master en génie mécanique et qui ne sait pas écrire une ligne de code. Donc ça ne nous conduit pas en fait à la réussite du PND. La réussite du PND passe fondamentalement par la maîtrise de la technologie et c'est typiquement ce que nous faisons à OPEM pour permettre en fait aux jeunes très tôt d'être capables d'identifier des problèmes et de trouver des solutions électromécaniques afin de créer des solutions en fait à ces problèmes. En fait. Voilà. Alors, merci M. Afanou. La dernière fois, vous avez donné la certification OPEM en tout cas, à tous les impétrants, ceux qui ont soutenu. Alors, fidèles téléspectateurs, je vous rappelle que, avant que M. Afanou ne revienne sur le sujet, tous les élèves font une soutenance en classe de première, de troisième, après le BPC, première et terminale. Alors que dans le système classique, c'est à l'université que nous faisons les soutenances d'habitude. Vous voyez? Alors là, c'est quelque chose encore d'assez innovant et nous allons en parler avec M. Afanou. Comment vous avez eu l'idée d'aller à cette certification qui en fait est une soutenance, comme je viens de le dire? C'est une réforme profonde du système éducatif africain. Vous savez, l'Afrique a hérité d'un système éducatif colonial. Moi, je ne fais pas de la politique, j'ai rien contre le colon, mais je prends juste les bases nécessaires. C'est le développement de mon pays, de mon continent qui me préoccupe. Donc, le colon, en venant en Afrique, quand je prends le cas du Togo, par exemple, il a créé le WAF, que nous avons encore, il a créé le port, il a créé l'aéroport, il a créé des routes, et il a créé, par exemple, les chemins de fer. Quand je prends le chemin de fer de Blita à Lomé, par exemple, le colon n'a pas mis en place ce chemin de fer pour permettre à la population de Blita de venir faire du pique-nique à la plage de Lomé les dimanches. Non, c'est parce que le colon a quelque chose à Blita et qu'il veut ramener en fait à Lomé. C'est dans le même sens que le colon a créé l'école africaine. L'école africaine conduit à savoir lire, à savoir écrire et puis à administrer en fait. Moi j'ai connu l'école en 1997 quand j'étais en troisième année à l'école d'ingénieur à Bruxelles. Et c'est là que je me suis rendu compte que l'école africaine et l'école européenne, c'est le jour et la nuit. C'est complètement différent, en fait. Je dirais la pédagogie, l'organisation de l'école, la structure de l'école, l'objectif de l'école, la façon de s'occuper de l'enfant, en fait, pour que cet enfant développe un développement cognitif, en fait, c'est-à-dire un regard critique et objectif sur ce que l'enfant rencontre et identifier, comme je le dis toujours, les problèmes et trouver des solutions à partir de son problème. Et ça, c'est en Europe que je l'ai découvert. Et donc, je me dis, voilà, je me lance dans un challenge où je veux mettre le jeune africain dans le même système éducatif que le jeune africain. Le cas du Togo, par exemple. Donc, on a le programme du Togo que nos élèves suivent complètement. Histo-Géo, ECM, SVT, mathématiques, physique et tout. Mais par rapport à ce programme, j'ai injecté un programme européen. J'ai injecté une partie du programme européen. Nos enfants, ils font par exemple du codage, de la programmation depuis la 6e. En Europe, les enfants font de la programmation depuis la 6e. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, on ne le fait pas? Nos enfants, ils font de la technologie DAO, CAO depuis la 6e. Dans les réformes éducatives qui sont en cours au Togo, évidemment, j'ai vu que la technologie est introduite dans le programme. Mais combien d'écoles disposent de logiciels, du matériel? Est-ce que les profs sont formés pour pouvoir, je dirais, implémenter ces programmes? Et donc, en dehors de 2 heures de technologie, 2 heures
d'informatique, nos élèves, ils ont 3 heures de laboratoire. C'est-à-dire les élèves réalisent eux-mêmes tout ce qui est concept physique, chimique, mathématique et SVT qui est dans le programme en fait. Et ça permet à l'élève d'être pratiquement au même niveau que son homologue qui est à Mons, à Bordeaux, à Philadelphie ou à Dublin en fait. Et ce qui conduit l'enfant à réussir brillamment à l'examen officiel, le bac 1, le bac 2, le BEPC également, mais en ayant des compétences scientifiques. C'est-à-dire, l'élève en allant à l'école ne court pas derrière un papier, qu'est le diplôme, mais il court plutôt vers l'acquisition des compétences scientifiques qui lui permettront, ces compétences qui lui permettront de créer un emploi. Ce que nous formons, ce sont des entrepreneurs. Ce ne sont pas des gens qui vont sortir et aller chercher du travail, mais ce sont des entrepreneurs. Donc, c'est un curricula assez spécial, basé sur le programme togolais et une partie du programme européen qui a donné en fait cette richesse en fait à ces jeunes filles et garçons que vous avez vus à la certification. Donc la certification permet en fait de valider les acquisitions en fait par rapport à ce programme européen. C'est ça. Alors, nous allons suivre encore une fois une partie de la cérémonie de certification qui a eu lieu à OPEM. Nos élèves ont tous réussi leur examen avec mention, mais au-delà de cela, ils disposent des compétences réellement scientifiques. Okay. Le premier projet qui m'a épaté, c'est la sonnerie automatique en fait. Donc c'était depuis l'année passée, c'est Ryan Kokoroko en fait, qui siffle la fin des heures. Et donc un jour il a sifflé et puis il est descendu dans mon bureau et il m'a dit DG, pourquoi on doit continuer à siffler? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire Ryan? Il dit, pourquoi est-ce qu'on ne fabrique pas quelque chose automatiquement et qui sonne quand il est l'heure? Il dit, ah oui, mais ça, là tu as une très très bonne idée, c'est très très bien. C'est très bien de réfléchir à cela, mais c'est toi qui vas le faire. Et il s'est reculé, il dit, je peux le faire? Il a dit, oui, mais tu vas le faire. Et voilà ce qu'il a fait. Donc on a aujourd'hui Ryan, 15 ans, avec Ingrid, 15 ans, qui ont réalisé un système de sonnerie automatique de l'école en fait. Quand il est l'heure, à 7 heures, la montre sonne, nous on a des heures de 50 minutes. Donc 2 fois 50 minutes, les enfants partent en pause pour 15 minutes. Et quand les enfants sont en cours, il y a une ampoule rouge qui s'allume pour dire ne pas déranger. Quand il est l'heure, la sonnerie retentit avec une ampoule en parallèle qui s'allume au même moment que la sonnerie retentit. Quand les enfants sont en pause, il y a une ampoule verte qui s'allume en fait. C'est un système complètement automatique et qui est vendable, qui est commercialisable. Donc ces jeunes de 15 ans, je dirais même ces enfants de 15 ans, peuvent aller dans n'importe quelle école installer ce produit et gagner de l'argent en fait. Donc ce qu'on fait ici, c'est de donner des compétences aux enfants pour qu'ils puissent s'installer en tant qu'industriels et ne pas sortir de l'école et continuer en fait à écrire j'ai l'honneur de venir. Ça c'est humiliant dans l'espace africain. Je vais vous expliquer le fonctionnement. La sonnerie sonne 4 secondes, le début et la fin de chaque heure. Nous avons une lampe témoin placée en parallèle avec la sonnerie. Une lampe rouge qui s'allume en temps de pause. Nous avons 3 relais et une carte Arduino. Ici, nous avons le schéma NO, le COM et le NC. Le NO, le Normally Open, le COM et le NC, le Normally Close. Ici, nous n'avons utilisé que le NO et le COM pour la réalisation du projet. Nous avons le signal, la bande positive et la bande négative qui sont reliées au relais. La sonnerie, la lampe témoin placée en parallèle. Ici, les 3 bandes jaunes que vous pouvez voir, ce sont les phases qui sont reliées au secteur et les 3 bleus sont les neutres que nous avons aussi reliés au secteur. C'est le schéma qui nous a permis de réaliser ce projet. Quels sont les objectifs de notre sonnerie automatique? D'abord, c'est de sonner automatiquement sans l'intervention d'une personne. Respecter l'emploi du temps de l'établissement, sonner à l'heure et être adaptable à l'emploi du temps des autres établissements. Maintenant, nous allons parler du matériel utilisé pour réaliser le projet. Ici, comme vous pouvez voir, on a 3 ampoules B22 et 3 sockets B22 aussi. On a une sonnerie trembleuse. On a aussi utilisé des tuyaux PVC. Ici, c'est la boîte de dérivation dans laquelle on a 3 relais. Comme ma camarade avait dit, une pour la lampe rouge, une pour la lampe jaune et une pour la sonnerie. On a aussi une carte Arduino qui est très importante parce que c'est le cerveau du projet. C'est lui qui contrôle l'allumage et l'extension des lampes. Alors, on a donc suivi toute la démonstration de ce que ces jeunes-là ont fait, qui ont mérité qu'on puisse leur décerner la certification OPEM. Alors, mademoiselle, quelles sont les épreuves de la certification OPEM? J'ai passé la certification OPEM-A qui consiste à évaluer l'élève sur 3 disciplines de base qui sont la programmation, la technologie et le laboratoire.
Donc, moi, j'ai eu mon BPC dans un autre établissement et je suis rentrée en classe de seconde à OPEM et j'ai commencé l'informatique, la technologie et le laboratoire en classe de seconde. Donc, pour tester mes compétences acquises, il a fallu que je fasse une évaluation pour avoir la certification. Ok. Alors, c'est la même chose chez vous ou bien il y a une différence Non, dans les matières? Oui. Moi, j'ai passé la certification OPEM 1, que l'on passe arrivé en classe de 3e, après le BEPC. Donc, c'est un peu différent de la certification OPEM A. Nous, chez nous, notre projet, la certification OPEM 1 consiste à la fabrication de projets permettant de résoudre les différents problèmes que nous avons en Afrique, comme la sonnerie automatique que j'ai réalisée pour résoudre le problème de retard, du non-respect de l'emploi du temps, par exemple. À qui vous pouvez vendre ce produit aujourd'hui? Bon, ce produit, nous pouvons le vendre à n'importe quel établissement parce que, comme je l'avais dit, il nous a fallu 2 semaines pour la réalisation. La première semaine était consacrée à la programmation. Dans la programmation, nous avons mis l'emploi du temps de notre établissement où nous avons 8 heures de cours. Je ne crois pas que ce soit le même dans tous les autres établissements. Donc, grâce au programme, nous pouvons adapter le code que nous avons écrit à n'importe quel autre établissement, ce qui peut nous permettre de le vendre dans n'importe quel établissement au Togo ou en Afrique. Alors, on va parler maintenant de votre carrière. Qu'est-ce que vous comptez faire après le bac 2? Puisque l'année prochaine, toi, tu seras en terminale. Après le bac, j'aimerais faire le travail de génie civil. Génie civil. Oui. Et tu vas créer même la différence avec ceux qui n'ont fait que la formation théorique avant de devenir en génie civil. Oui, parce que tout ce qu'on me donne à OPEM me donne la chance de pouvoir mettre en pratique ces compétences et mieux le faire plus que... Quels sont les conseils que tu donnerais à tes pères, filles, qui n'ont pas les mêmes compétences pratiques, pour ne pas dire opérationnelles comme toi? Je les encourage, je peux dire aux parents d'inscrire leurs enfants à OPEM pour qu'ils suivent la formation et se donner plus de chances sur le marché de l'emploi demain. Oui. Tout à fait. OPEM, c'est pour éviter que les enfants ne sortent de là pour devenir des demandeurs d'emploi. À OPEM, s'ils viennent à OPEM, ils vont devenir des créateurs d'emplois, comme je l'avais dit, pour réduire le taux de chômage. Tu ne nous as pas parlé des difficultés que tu as rencontrées dans ton parcours depuis que tu étais à OPEM jusqu'à aujourd'hui. Bon, et comment tu as réussi à les surmonter éventuellement? J'ai rencontré plusieurs difficultés. C'était pas facile parce que le fait que j'ai fait ma 6e et ma 5e ailleurs, avant d'arriver à OPEM, avant d'arriver à OPEM en 4e, m'ont donné une... je voyais les sciences différemment. Pour moi, quelqu'un qu'on appelle scientifique, c'est quelqu'un qui peut tout faire. Mais arrivé à OPEM, j'ai vu que pour être appelé scientifique, certes, c'est pas facile, mais d'abord, il faut commencer par le plus bas âge. Être appelé scientifique, c'est quelqu'un qui peut résoudre différents problèmes dans le monde. Donc, j'ai rencontré plusieurs difficultés, comme par exemple au niveau de la réalisation du projet, au niveau de la programmation, c'était pas facile, ça, c'est vrai. J'ai dû persévérer, trouver différentes solutions et je me suis dit que si j'arrive à réaliser ce projet, nous pourrons dire que le Togo est un pays aussi développé que les différents pays occidentaux et ne puis être intimidé par ces différents pays. Merci. Alors, M. Afanou, quand les élèves vous arrivent à OPEM, alors quelles sont, parce que vous savez qui êtes le patron de la tour, le fondateur, alors quelles sont les difficultés éventuelles dans leur parcours et comment vous les aidez à les surmonter rapidement pour pouvoir s'adapter et poursuivre les apprentissages? C'est une très bonne question. En fait, j'ai mis en place à OPEM un système éducatif. Le système éducatif même, c'est un système d'excellence en fait. OPEM, c'est l'excellence en sciences et en technologie. Et en cela, il faut travailler profondément la personne. Il faut mettre l'élève en confiance. Les élèves qui viennent chez nous, en 6e par exemple,
Ils ont des lacunes en français, des lacunes en calcul également, mais nos classes sont des petites classes en fait. Nous n'avons jamais plus de 20 élèves en classe. Et dans certaines classes même, nous avons 2 enseignants parce qu'on s'occupe de l'enfant et nous avons de la pédagogie différenciée. Ceux qui donnent le cours, ce ne sont pas des enseignants, ce sont des coordinateurs de projet. À OPEM, il n'y a pas d'enseignants, ce sont des coordinateurs de projet. Ce sont des étudiants que je prends et que je forme pendant une année. Et durant une année, ils font plus de 70 TP, c'est-à-dire de la 6e jusqu'en 2e, 3e année université. À partir de 40 TP, la vision de l'enseignant est complètement différente et ils abordent la matière autrement. Donc, nous avons plusieurs techniques en fait pour expliquer le concept, que ce soit des difficultés en physique, en chimie, en mathématiques, en SVT, en iso-géo ou en informatique à l'élève en fait. Nous développons la pédagogie de projet et la pédagogie différenciée parce que chaque personne comprend différemment en fait. Nous séparons parfois les groupes. Par exemple, celui qui est faible, on le prend séparément. Et on va identifier ses besoins. Qu'est-ce qui fait qu'il ne comprend pas? Et donc, ça veut dire que vous adoptez la pédagogie du soutien, la pédagogie de l'aide. Voilà. C'est vraiment un soutien particulier en fait qu'on donne à cet élève. Celui qui est déjà avancé, ben, on va le pousser encore à aller plus loin. Celui qui est moyen, on va le pousser à aller vers celui qui est avancé. Donc c'est vraiment une pédagogie différenciée. On identifie individuellement les élèves et on leur apporte ces solutions. Les grandes difficultés, c'est en seconde. On a des élèves qui sont habitués. Je me rappelle quand j'ai commencé ce programme, j'ai discuté avec des inspecteurs et les inspecteurs, je voulais commencer l'école à partir de la 4e. Et les inspecteurs me disent, si tu commences à partir de la 4e, tu auras des problèmes parce que tu vas prendre des élèves qui sont habitués à l'ancien système et tu auras du mal à les redresser. Effectivement, ça, je vois ça. Les élèves qui arrivent en seconde nous posent beaucoup plus de problèmes parce qu'ils sont habitués à attendre que le prof donne le cours et qu'il copie et qu'ils aillent étudier à la maison. Mais à OPEM, c'est pas ça. À OPEM, c'est un enseignement complètement interactif. C'est l'élève qui construit le cours avec le professeur. C'est purement de la recherche. Les cours sont sur syllabus. On ne copie pas des leçons au tableau. Et donc, c'est un peu difficile de les adapter, mais les enfants s'adaptent très, très rapidement parce que nos enfants sont ingénieux. Seulement, je dirais, comme Ingrid l'a dit, qu'ils ne se trouvent pas souvent dans le bon environnement. Et quand on les met dans le bon environnement, ils s'adaptent très, très rapidement et notre idée, c'est de les ramener à devenir des ingénieurs identiques à ceux qui sortent de Londres, de Paris ou de Californie. C'est ça. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons vous projeter maintenant des interviews des parents d'élèves parce qu'ils ont été témoins des prouesses de leurs enfants, de la réussite de leurs enfants à travers la certification OPEM. Et c'est devant eux que Ingrid et ses camarades ont démontré comment ils ont conçu la sonnerie et à quoi cette sonnerie va servir, etc. On va les suivre. Ils se sont prononcés vraiment sur notre système éducatif. Certains ont déploré ce qui se passe et d'autres trouvent que vraiment il faut changer les choses. Il faut changer les choses véritablement pour donner plus de chance à nos enfants parce que quand l'enfant finit et il ne trouve pas du boulot, ça devient un poids pour la famille, pour le parent. On va suivre certains parents. C'est pas donné à tout le monde. Félicitez-vous vous-même. Nous avons de l'essentiel à la maison qui ne font rien. Et les parents, on est malade. Les enfants qui sont là, qui ne savent pas pourquoi ils sont là. Moi, en tant qu'enseignant, j'ai fait mes petits scolaires sans faire l'expérience. Et comment je peux maintenant enseigner l'expérience là aux enfants? C'est là le problème qu'on a autour. Nous devons réellement changer la donne. Et cette école est la bienvenue. Merci. Ce que l'école fait, en réalité, n'est rien de nouveau. Nous avons nos menuisiers, nous avons nos électriciens. Mais quand vous leur demandez pourquoi tu fais ça, il va te dire, ne peut pas te montrer d'où il est parti et où il va. Monsieur Afanou, nous sommes en train d'aller pratiquement vers la fin donc, de cette émission. Ce que je veux savoir, ce que vous nous avez déjà dit, ce que vous attendez des enfants. Voilà, quand ils arrivent, il faut qu'ils soient souples pour que la méthodologie ou l'approche que vous voulez utiliser pour leur faire acquérir les compétences théoriques et pratiques, que tout puisse bien marcher. Nous le savons déjà. Ce que vous faites déjà, même avec certains enseignants qui viennent de l'extérieur pour se faire former là-bas sur la pratique, ça aussi nous le savons. Maintenant, on est à la veille de la rentrée scolaire 2021-2022 et les gens ont compris que vraiment, il faut changer les choses. Les parents l'ont déjà dit. Quel est le message à l'endroit des parents et qu'est-ce que vous attendez de nos autorités éducatives qui gèrent le système éducatif pour que les réformes en cours prennent en compte vraiment ces innovations pour permettre à nos enfants d'être des créateurs
d'emploi. Je m'adresse en fait aux parents. Il faut dire que si un enfant sort de l'école avec souvent un bac +3 et qu'il reste à la maison, comme un parent vient de dire, c'est un poids pour l'enfant. C'est un poids pour le parent, c'est un poids pour l'État également, parce que tous ont contribué en fait à cet enfant. Donc il est très important, avant d'inscrire un enfant dans une école, je demande aux parents de réfléchir. Il faut réfléchir suffisamment, il faut aller dans l'école. Il faut aller dans l'établissement et voir ce qu'on fait dans cet établissement. Qui donne cours dans cet établissement? Ceux qui sortent de cette école, qu'est-ce qu'ils font? Et quelle pédagogie est appliquée dans cette école, en fait? Ça, c'est très important. Moi, à OPEM, je reçois souvent des parents qui viennent chez moi. Je veux avoir des informations pour inscrire mon enfant en seconde ou en sixième. Je leur envoie. Je leur demande d'aller venir avec l'enfant. Il faut revenir avec l'enfant. Parce que l'enfant doit voir ce qu'on fait, en fait. Il doit voir ce qu'on fait en sixième, ce qu'on fait en seconde, pour pouvoir s'intégrer dans le milieu. Donc, les parents, je leur demande de réfléchir suffisamment avant d'orienter, avant d'inscrire les enfants. Et comme vous l'aviez dit, pour ne pas former, après d'avoir consenti beaucoup d'efforts, pour ne pas former des jeunes qui vont sortir et qui vont vendre peut-être au marché du téléphone ou faire du zémijan, en fait. Ça, c'est lamentable. Et donc, en orientant fondamentalement les élèves, nos enfants, par exemple, ceux qui commencent à fabriquer, ils n'arriveront même pas au baccalauréat avant de créer des petites et moyennes entreprises pour pouvoir engager des chômeurs. L'autre question, il y aura beaucoup plus aux décideurs, aux politiques dans le domaine ce que vous souhaitez, vraiment qu'ils prennent en compte dans les réformes en cours. Voilà, ce que je souhaite, c'est que OPEM, c'est une école pilote. Moi, j'ai créé OPEM. Vous n'avez pas défini OPEM, hein? Oui, OPEM, c'est Observatoire panafricain pour l'école et les métiers. Donc, en fait, moi, j'ai pris conscience que l'école africaine, il faut la réécrire, en fait. Et donc, c'est un observatoire qui se prononce sur ce qui est bon et ce qui est mauvais dans le domaine de l'éducation, afin de conduire les jeunes à avoir un enseignement qualitatif identique. Je dis souvent qu'il y a une seule façon d'enseigner les sciences. C'est la façon dont on enseigne les sciences aux États-Unis, en Europe et en Chine, en fait. Et si l'Afrique n'enseigne pas des sciences de la même façon, nous serons malheureusement poussés, en fait, à produire des gens qui n'auront pas de métier. Donc, OPEM, c'est une structure qui conduit l'enseignement, la qualité de l'enseignement, l'excellence de l'enseignement jusqu'à l'acquisition, en fait, du métier. Et donc, dans le cadre de la réforme, il est important qu'il y ait une table ronde dans le domaine de l'éducation africaine, surtout togolaise, et que ce qui se fait à OPEM, qui est fruit de 18 années de recherche, j'ai passé 18 ans en fait à réfléchir, à concevoir les programmes que les enfants reçoivent à l'école, c'est-à-dire ceux qui doivent étudier en 6e, ceux qui doivent étudier en 5e, en 4e, pour arriver en 3e et acquérir ces compétences. Donc, c'est une école pilote qui peut être dupliquée, installée dans plusieurs endroits sur le territoire du Togo. On peut avoir cette école, c'est pas moi, à Dapaon, à Sokore, à Kara, à Tapamé, à Neho, un peu partout. Et ça, c'est fondamental parce que plus on forme des jeunes... Je vais vous dire une chose. Vous savez, vers la fin du XVIIe siècle, la Grande-Bretagne a fait une réforme profonde dans son système éducatif. Je suis à la fin du XVIIe siècle, en fait. Et la Grande-Bretagne a orienté son enseignement vers la formation des ingénieurs. Quand vous sortez ingénieur en Grande-Bretagne, vous êtes l'une des personnes les plus réputées et les plus respectées, en fait. C'est ça qui a conduit la Grande-Bretagne à être le moteur de la révolution industrielle du XVIIIe siècle. Donc, nos pays ont besoin des ingénieurs. Je ne dis pas que les autres matières, comme la philosophie, l'histoire, ne sont pas importantes, mais il y a des filières qui sont des filières porteuses d'emploi. C'est fondamentalement les sciences appliquées, en fait. Et donc, il est important que l'État, les décideurs, je dirais, poussent beaucoup plus la jeunesse vers ces carrières. Aujourd'hui, c'est quand vous allez dans les écoles où en première C, en terminale C, vous trouvez parfois 4, 5 ou 6 personnes. Et c'est lamentable. En terminale, eux, c'est de la même chose, en fait. Et ça, le problème vient depuis l'école primaire. Donc, il est important, dans le cadre de la réforme, de mettre la pratique au niveau des élèves. Les élèves doivent commencer à manipuler depuis l'école primaire. Et les laboratoires doivent être, je dirais même, obligatoires. Dans les écoles secondaires, quand on parle de laboratoire, on pense qu'il faut des millions pour créer un laboratoire. Non, avec 100 000 francs, on peut créer un laboratoire. Et donc, la philosophie, le curricula, nous avons quitté la révolution industrielle, nous avons quitté même l'automatisation, nous sommes dans la révolution numérique et dans l'intelligence artificielle. Et quand vous avez passé un bac C et que vous ne savez pas écrire une ligne de code, mais vous pensez que c'est un baccalauréat scientifique? Pour moi, non. Donc cette réforme est profonde. Et quand l'enseignement est fait comme cela devra être, si nous ne devons pas avoir du chômage en fait au Togo. Et ça, je pense que les autorités aideront à s'inspirer en fait de ce qui est fait à OPEM pour que cela puisse être étendu jusqu'au fin nord du pays. Ouais. Merci M. Afanou. Alors on est arrivé à la fin donc, de cette émission. Alors, mais les jeunes
Est-ce que vous avez un dernier mot? J'invite les parents à inscrire leurs enfants dans de meilleures écoles. J'invite surtout les parents à inscrire leurs enfants à OPEM parce que plus nous aurons d'élèves qui deviendront plus tard des créateurs d'emplois, plus nous pourrons dire que le Togo est un pays développé. Je dis à mon tour merci à mes invités. Monsieur Afano, merci pour toutes les explications que vous nous avez données et toutes les orientations et les vœux aussi que vous avez émis à l'endroit des parents, à l'endroit des autorités éducatives. Merci à nos jeunes qui ont fait des prouesses de ce que nous avons vu là et nous espérons qu'ils vont poursuivre dans cette lancée pour que demain, ils soient des créateurs d'emplois. Alors sur ce, moi, je vous dis merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et si tout va bien, on va recevoir encore d'autres jeunes qui ont créé des choses aussi extraordinaires. Mais ils sont toujours en classe, soit au collège ou au lycée. Vous voyez, c'est cela qui est assez intéressant dans ce que nous avons vu à OPEM. Et nous vous disons merci en vous donnant rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro de débat éducation. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.